on va commencer sans plus tarder. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture dans lequel je voulais vous présenter pas moins de 6 ouvrages. Donc il y aura 2 œuvres graphiques et le reste ce sera de la littérature classique ou contemporaine. Il y aura des nouvelles aussi, donc restez avec moi. Je voulais commencer par vous parler de cet ouvrage graphique George Sand, Fille du siècle, dessinée et écrite par Séverine Vidal et Kim Consigny, chez Delcourt Ancrage. Une œuvre entièrement dessinée en noir et blanc, un trait assez simple, mais des décors qui sont quand même toujours développés en arrière-plan. J'ai trouvé ça très plaisant à regarder et à lire, d'autant plus qu'il y a énormément de textes, mais j'y reviendrai. On retrace donc la vie de George Sand depuis sa naissance, son enfance dans le manoir de Nohant, ça se trouve dans le Berry, jusqu'à sa mort à Paris. Elle a eu une vie extraordinaire, cette femme. Si vous connaissez déjà sa biographie, je vous renvoie pas vers cette BD clairement, mais si vous découvrez comme moi sa vie de femme et d'artiste et d'écrivaine, c'est clair que cet ouvrage est fait pour vous. On va donc suivre son enfance, ses traumatismes d'enfance également, puisqu'elle a très rapidement perdu son papa. C'était une petite fille sensible qui aimait beaucoup la nature, s'isoler. Elle aimait beaucoup la lecture également, elle était assez douée dans les arts aussi. Et très rapidement, un goût pour l'écriture va naître chez elle, mais qui va se concrétiser réellement pour des raisons financières lorsqu'elle aura obtenu le divorce de son mari. C'est une des femmes à avoir réussi à obtenir le divorce de son mari et à refaire complètement sa vie derrière de cette façon. Une femme complètement révolutionnaire dans sa façon d'être, puisqu'elle a quitté le Berry pour monter dans la capitale et s'adonner à ses multiples plaisirs. Elle a fréquenté des hommes illustres et des femmes aussi. Elle est connue pour ses relations avec des femmes également. Elle a rapidement porté l'habit d'homme pour se fondre un petit peu dans la masse et aussi pour pouvoir percer. Parce que, comme je le disais, pour gagner, il fallait qu'elle écrive. Elle écrivait dans un journal et sous un pseudonyme. Donc notamment le fait qu'elle a pris le nom de George Sand. Et une femme donc assez extraordinaire de par son talent, puisqu'elle a inspiré de très grands auteurs, notamment il me semble Balzac. Et en même temps, elle a connu énormément de détracteurs, puisque ce qu'elle écrivait, c'était assez révolutionnaire. Ses œuvres parlaient essentiellement de femmes libres, et ça plaisait pas à tout le monde à cette époque. Et c'est surtout aussi pour son combat en politique que cet ouvrage est assez sympa, parce qu'il vous démontre vraiment que c'était une personne qui était profondément socialiste, qui était rangée du côté du peuple. Et pendant les événements troublants de la France de cette époque-là, elle s'est quand même fait porte-étendard un petit peu, et elle s'est exposée, elle et sa famille, à des dangers en fait, à des risques. Donc c'était une femme assez courageuse et en même temps très engagée dans son combat politique aussi. Donc tout ça sera retranscrit dans cette bande dessinée. Alors le gros bémol que je pourrais apporter à cet ouvrage, c'est qu'il consacre trop de temps à l'enfance de Aurore Dupin, mais pas assez de temps à l'âge adulte et notamment au combat qu'elle a mené. J'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Néanmoins, vous pouvez survoler ainsi sa vie et découvrir la biographie de George Sand dans cet ouvrage très sympathique. Une autre BD qui m'a vraiment frappée par la beauté de ses dessins. C'est très court, hein, ça se lit très vite puisque c'est inspiré d'une nouvelle de Dostoïevski. Il s'agit de La Douce. Alors je vais vous montrer un petit peu les planches déjà. Donc voici les planches. Il y a clairement ceux à qui ça va plaire et ceux à qui ça va entièrement déplaire. Donc je préfère montrer le dessin tout de suite. Mais La Douce, une fois de plus, une histoire incroyable, très sordide, très noire, comme c'est le faire Fyodor Dostoïevski. Dans La Douce, on est avec un homme qui tient une boutique, il est prêteur sur gage, et il va s'éprendre d'une femme qui vient vendre des objets personnels. Il va la suivre, il va la charmer, il va lui proposer un deal et pour se l'accaparer. Et après, je vous en dis pas plus, mais on est vraiment dans la violence psychologique ici, une fois de plus, avec Fyodor Dostoïevski. Avec lui, c'est toujours... ça va toujours lentement
et malgré le très peu de nombre de pages ici, on a aussi ce ressenti, cette lenteur. C'est assez extraordinaire comment ça a été fait pour retranscrire le propos de la nouvelle de Dostoïevski, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Donc c'est ultra intéressant, c'est écrit par Loïc Duvillier et Michael Alouche, et là on est chez Carabas Édition, donc je vous invite vraiment à le feuilleter si un jour vous tombez dessus, c'était très très beau. Et ensuite je vais vous parler de 4 ouvrages. Alors il y a du contemporain mais il y a aussi du classique. On va commencer par l'œuvre classique qui a été l'objet d'une lecture commune de l'été dernier, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Une relecture pour moi parce que j'avais été très déçue par Le Rouge et le Noir l'ayant lu très jeune, parce que quand j'étais très jeune je lisais que du classique. Et je voulais le relire à l'âge adulte pour me refaire une opinion. Je me suis dit peut-être que j'ai pas tout compris, etc. Donc pour moi, une fois de plus, j'ai pataugé dans la semoule avec Stendhal, mais avec cette écriture très lourdingue, très désuète. Même à son époque, il était déjà critiqué pour sa plume un peu vieillotte. Mais l'histoire reste... on connaît tous l'histoire du Rouge et le Noir, l'histoire de Julien Sorel, qui veut monter les échelons de la société pour prendre les hauts commandements dans l'armée, et qui pour cela va se servir de femmes comme de tremplin, qu'elles soient mariées ou non, donc notamment Madame de Rênal, qui est un personnage que j'aime beaucoup, au contraire de Julien, que je déteste à cause de ses ambitions, et malgré tous les efforts de Stendhal de nous rapprocher de son personnage qu'il aime tant, eh bien pour moi Julien reste un enfoiré, fini, ambitieux, prétentieux, imbu de sa personne, même s'il y a bien sûr des nuances, il ne s'aime pas tant que ça, on le comprend dans le roman. Malgré tout, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage principal, je suis donc passée à côté. Maintenant, cette deuxième relecture a été beaucoup plus intéressante pour moi, et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de le lire dans ses versions bac qui sont annotées avec des explications de texte, de contexte, pour vous aider à comprendre le récit, parce que c'est vrai qu'il n'est pas évident. Mine de rien, Stendhal fait référence à de nombreux événements comme des faits divers qui se sont passés à l'époque, et nous on n'a pas forcément connaissance de ces faits divers-là. Dans la partie 2, il consacre énormément de temps à décortiquer la politique et, à travers des dialogues, la politique et le contexte historique en fait de l'époque, les troubles que la France pouvait connaître dans les années 1830-1840. Et c'est hyper intéressant, donc j'ai beaucoup apprécié lire ça, mais c'est vrai qu'une petite aide, des petites notes de bas de page, ça fait toujours plaisir. Et je crois que à ma première lecture, j'avais pas bénéficié de tout ça, j'avais une autre édition du Rouge et le Noir, et c'est vrai que j'ai manqué énormément de choses. Donc maintenant j'apprécie vraiment de lire les classiques avec toujours un guide explicatif à côté, ou du moins une version très annotée pour comprendre. Donc pour moi un petit flop, mais je suis contente de l'avoir relu. C'est clairement une des œuvres françaises qu'il faut avoir lu, mais pour moi Stendhal, c'est pas une histoire d'amour. Je voulais vous parler ensuite de Patrick Modiano avec La Danseuse, donc chez Gallimard. C'est un de ses derniers ouvrages, et je voulais redécouvrir la plume de Patrick Modiano, qui est absolument sublime, dont je me souviens un petit peu de l'avoir lu déjà par le passé, mais j'en avais vraiment que des réminiscences. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'avais lu de lui. Et là, dans ce très court roman, on va suivre toujours la vie de Patrick Modiano, qui se souvient, qui travaille sur sa mémoire pour la reconstituer comme une forme de puzzle et pouvoir se construire lui-même en tant qu'individu. Ici, à travers une rencontre, celle de la danseuse, qui travaille très dur pour obtenir ce qu'elle veut et qui ne trouve pas forcément le temps de s'occuper de son petit garçon, donc elle confie ça à d'autres. Donc un récit... mine de rien, assez plat en soi, il se passe pas grand chose, vous allez fréquenter des cafés parisiens, etc. Mais avec Modiano, c'est toujours un peu dans le mystère, dans le flou, on sait pas vraiment de quoi il parle, c'est comme s'il écrivait un petit peu pour lui-même, mais après, nous lecteurs, on prend du plaisir tout de même parce que sa plume est magnifique, ça fait réfléchir, il y a quand même des thématiques universelles qui sont abordées, donc...
pour les fans de Patrick Modiano, clairement, hein, allez-y. Moi, pour ma part, ça a été une bonne lecture, une redécouverte d'une plume intéressante, mais je ne pense pas que je vais lire toute sa bibliographie parce que je suis pas spécialement intéressée. Ensuite, je voulais vous parler de Marcella Yacoub avec Belle et Bête. Là, on est chez Stock Éditions. Dans cet ouvrage très court, Marcella Yacoub va laver son linge sale en public. Elle raconte sa liaison avec Dominique Strauss-Kahn et la façon dont il a éconduit son amour, la façon dont il l'a malmenée, dont il l'a traitée comme une moins que rien, et aussi leurs débats sexuels qui sont très atypiques, qui vont jusqu'à la violence physique, à la mutilation. Donc c'est un ouvrage qui a beaucoup intéressé, mais qui en même temps a choqué, qui a fait scandale. Et d'ailleurs, Dominique Strauss-Kahn a obtenu l'insertion d'un encart dans chacun de ses livres qui rappelle que Marcella Yacoub a été condamnée à cause de cet ouvrage pour avoir porté diffamation en fait, hein, sur la personne de Dominique Strauss-Kahn. Donc Dominique Strauss-Kahn qu'elle compare à un porc dès les premières pages. Ce n'est pas faute de l'avoir aimé. On sent vraiment qu'elle a été éconduite et très amoureuse de cet homme, bien qu'elle voyait la réalité en lui. Et au-delà de ce que l'on a pu dire sur cet ouvrage, c'est quand même une réflexion très intéressante à la recherche de tout ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain, quel qu'il soit. On va vraiment au fond des sentiments, c'est-à-dire à quel point on peut avoir des sentiments contradictoires pour quelqu'un. Donc c'est très intéressant, vraiment. C'est à découvrir si le sujet vous intéresse. Donc Marcella Yacoub, qui n'a pas un gros talent d'écriture, mais quand même qui a réussi à percer par-ci, par-là, quelques énigmes intéressantes de l'âme humaine et aussi de ses rapports avec Strauss-Kahn. Donc je vous le conseille si la thématique vous intéresse uniquement, sinon passez votre chemin. Et enfin, je voulais vous parler d'un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup aimé, c'est Lénine à Chamonix de François Garde. Lénine à Chamonix, c'est l'avant-dernière nouvelle de ce recueil qui en comporte, je crois, 8 ou 9. Il va extrapoler à partir d'une probable visite de Lénine en 1903 à Chamonix, qu'est-ce qui se serait passé et quelles auraient pu être les conversations avec son hôte, Monsieur Payot. Mais au-delà de ça, c'est des nouvelles qui retracent la vie à Chamonix, où François Garde vit depuis plus de 30 ans, la mentalité des Chamoniards, leurs activités de prédilection, le travail, les candidatons, etc., les saisonniers qui arrivent, quelle est l'opinion que l'on a des saisonniers, etc. Donc c'était ultra intéressant, on est vraiment dans des petites pages de vie, et un regard sur la vie à Chamonix et ses habitants, la façon dont ils sont. Toutes les nouvelles ne se passent pas forcément à Cham, hein, puisqu'il y a la toute dernière qui se situe à Notre-Dame de Paris, et l'avant-dernière, je crois, qui se passe dans les montagnes, mais on n'est pas sur les sommets de Chamonix. En tout cas, j'ai bien aimé ces nouvelles parce qu'il y en a qui sont un petit peu absurdes. Il y en a une qui m'a fait penser à Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Elle parle d'un trailer qui fait quelque chose que les trailers ne font jamais, c'est-à-dire adresser la parole à quelqu'un qui est assis là et qui médite. Il y a aussi des nouvelles qui sont un petit peu plus absurdes, je pense notamment à celle de la femme enceinte. Et j'ai beaucoup aimé celle du Breton qui s'empare d'un refuge pour y travailler et qui fait un petit peu régner sa loi sur la déco. Voilà, donc c'était intéressant, j'ai bien aimé ce recueil de nouvelles parce qu'il m'a fait replonger dans cette ville que j'aime tant et où malheureusement je peux pas être en ce moment. Donc c'était une façon d'arpenter les sentiers. Et bien sûr, François Garde rappelle que la vie dans les montagnes n'est pas une vie comme les autres, hein, que vous êtes toujours à l'affût, vous êtes toujours prêt à porter secours aussi à autrui parce que l'environnement vous oblige à cela.
et la petitesse que nous sommes face en fait à l'immensité de ces montagnes qui sont tout autour de nous, à cet élément montagnard qui est très dur et qui peut vous emporter à chaque instant. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ces petites leçons d'humilité que nous apporte ici François Garde dans ce recueil chez Guérin-Paulsen, qui est une de mes maisons d'édition préférées. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces livres vous ont inspiré. C'est vrai que c'est pas trop le genre d'ouvrage que vous avez l'habitude de voir sur Bookstagram, mais je suis en train de sortir un peu les reliques et je suis aussi en train d'avancer vraiment dans mes lectures qui traînassent dans ma bibliothèque. Donc vous risquez de voir des ouvrages très très éclectiques ces prochains temps parce que j'ai envie de lire un petit peu autre chose que les livres que vous trouvez sur BookTok ou encore les livres que tout le monde lit en même temps. Donc c'est pour ça que je suis mon propre chemin là et je suis bien dans mes lectures en fait et j'ai envie que ça dure, j'ai envie que ça continue, j'ai envie de continuer à vider ma palle et pour cela je continue toujours le challenge d'Eva qui s'appelle Dégomme ma palle et que je vous conseille vraiment de suivre si vous voulez vider votre palle le plus rapidement possible parce que c'est The Challenge qui est vraiment fait pour ça. Les thématiques chaque mois sont très vastes, très faciles à remplir et ça vous permet vraiment comme ça de vider des bouquins de votre pile à lire. Donc pour moi c'est décidé cette année, ça va être vidage de palle. Sauf que, et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, j'ai aussi fait des acquisitions. Parce que forcément mes goûts changent, mes goûts évoluent et il y a des livres vers lesquels j'ai envie de tendre. Donc je voulais vous présenter tout ça. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera donc un book haul. Et en attendant, n'hésitez pas à échanger sur ces bouquins, à me dire ce que vous en pensez. En commentaire. Pensez aussi à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est toujours un petit coup de pouce parce que je gagne vraiment très peu d'abonnés sur YouTube. Et en attendant, écoutez, moi de toute façon mon plaisir c'est de discuter avec vous, donc venez en commentaire et on échangera sur ces ouvrages si vous voulez en savoir un petit peu plus ou s'ils vous tentent. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine. Ciao!